L'inaction sarkozyste est donc la première chose à dénoncer et à rejeter. Le second danger, très grave, vient des Verts, et notamment de leur possible candidat à la présidentielle, Nicolas Hulot, qui depuis des années promet aux Français la taxe carbone. Il faut que les Français sachent que la taxe carbone, ça fera passer le litre d'essence à 2, puis à 3 € le litre. Cette taxe carbone est un monument d'injustice, qui pénaliserait en premier les petits et évidemment profiterait en l'occurrence aux gros. Autre volet de ce plan d'action immédiat pour le pouvoir d'achat, une meilleure répartition des profits des entreprises. Vous le savez, en 2007, 37% des bénéfices des sociétés du CAC 40 allaient aux dividendes, c'était 50% l'an dernier. Et cette dérive n'est pas tolérable. Alors là encore, stop au blabla, aux fumeuses primes de 1 000 € et autres annonces électoralistes sans lendemain. Un instrument sérieux doit être mobilisé, l'impôt sur les sociétés. Nous réfléchissons, vous le savez, à ce qu'il soit modulé en fonction de l'utilisation qui est faite des dividendes. Plus ils vont vers les salaires et l'investissement, plus l'impôt sur les sociétés diminuerait, plus les bénéfices profitent aux actionnaires, plus l'impôt serait lourd. Cette fonction incitative de l'impôt doit être utilisée, et voilà une piste d'action concrète et efficace. Nous proposons également, afin d'assurer une meilleure répartition de chacun aux fruits de l'entreprise, l'instauration d'une réserve légale de titres, qui est un moyen de reconnaître au personnel une part de propriété dans l'entreprise. L'idée est de s'inspirer du mécanisme de la réserve légale pour pourvoir cette réserve de titres. C'est-à-dire concrètement pour racheter jusqu'à 10% des titres de la société, actions ou parts sociales, au fil des exercices bénéficiaires. Ce mécanisme s'appliquera dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ainsi, chaque année, en fonction des bénéfices, les sociétés doivent racheter des parts sociales dans les SARL ou des actions dans les SA jusqu'à acquérir 10% du capital. Cette réserve légale appartiendrait aux salariés pris dans leur globalité. Et la répartition des dividendes distribués se ferait par tête et non au pourcentage du salaire, ce qui évidemment profiterait aux petits salaires. Lorsque les dividendes sont votés par l'Assemblée, les salariés devenus collectivement associés ou actionnaires entrent dans la répartition. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il n'emporte aucun titre. Lorsqu'un salarié entre, il devient collectivement propriétaire au bout d'une année avec ses collègues de 10% du capital et donc des dividendes. Le mécanisme de la réserve légale de titres rééquilibre la répartition capital-travail sans remettre en cause le principe de la rémunération du capital. Ce mécanisme a l'avantage paradoxal d'améliorer la répartition entre capital et travail sans remettre en cause les règles de fonctionnement classiques qui fait du capital le critère de répartition des dividendes. Ce dispositif est en quelque sorte un mécanisme de capitalisme populaire. Les titres de la réserve légale ne donneraient droit qu'aux dividendes et non au vote ni à une place en conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres mécanismes de contrôle des entreprises par les représentants du personnel. En parallèle, nous interdirons les stock options, les retraites chapeaux et les parachutes dorés. Un autre poison pour le pouvoir d'achat se situe au niveau de la grande distribution et de leurs centrales d'achat hyper concentrées. En plus d'écraser nos agriculteurs et nos petits producteurs, la grande distribution impose des prix élevés malgré ces centrales d'achat. Nous proposons d'interdire les liens d'exclusivité entre une centrale et une enseigne de grande distribution. Il faut aussi renforcer considérablement les moyens de l'autorité de la concurrence, qui en France traite toujours moins de dossiers que dans nombre de pays étrangers. Il est en effet absolument nécessaire de casser les ententes, les cartels, et d'interdire les pratiques abusives de la grande distribution ou des grands groupes. Cela ne pourra se faire efficacement que dans le cadre d'un État fort, évidemment, et qui n'hésite pas à taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. Je voudrais quand même vous rappeler que selon certaines études, un tiers du pouvoir d'achat serait confisqué par les ententes. Toujours sur la distribution et les prix. Je suis particulièrement inquiète et mobilisée concernant les prix de l'alimentation. Sur les produits alimentaires en particulier, il faudra surveiller de près la grande distribution
Parce que l'alimentation pèse tout particulièrement, évidemment, dans le budget des ménages les plus pauvres. L'alimentation, c'est en moyenne 14% du budget des ménages, nous dit l'INSEE, mais beaucoup plus pour les ménages les plus modestes. Eh bien, un encadrement des prix de l'alimentation de base est une solution possible. Cependant, l'hyperspéculation mondiale explique aussi la flambée des prix de l'alimentaire, qu'on annonce très importante pour 2011. Les spécialistes évoquent par exemple 20% de hausse cette année pour la farine ou le café, 8% pour les pâtes, 6% pour le beurre, 6% pour le pain ou 7% pour les biscuits. Pour ne prendre que l'exemple du café, son prix a augmenté récemment de 1 euro en moyenne dans les grandes surfaces. Mais c'est considérable. Ce sont des augmentations qui sont intenables pour nombre de Français. D'autant qu'en 2008, nous avions déjà connu une flambée des prix alimentaires de 5,2% selon l'INSEE. Il faudra donc, si nécessaire, imposer un encadrement des prix alimentaires dès les semaines à venir et fixer un prix maximum raisonnable pour certaines denrées indispensables, quitte à ce que les grosses firmes et la grande distribution prennent sur leur marge. Le pouvoir d'achat est aussi déterminé, vous le savez, par la fiscalité. Cette question, développée dans notre programme, dans notre projet économique qui a été mis en ligne, fera l'objet d'une conférence de presse spécifique, certainement à la rentrée, quand nous aurons davantage d'éléments concernant le projet de loi de finances pour 2012 et sur les intentions réelles du gouvernement, qui pour l'instant sont quand même relativement floues. Ceci dit, je vous rappelle nos objectifs et les principes qui guident la révolution fiscale que nous proposons. Un impôt plus efficace, beaucoup plus simple et surtout plus juste. Ce qui nécessite de réintroduire de la progressivité partout où elle a disparu. Chacun doit contribuer selon ses moyens et personne ne doit échapper à cette règle. Ainsi, nous estimons que les classes moyennes et les PME sont les premières victimes de l'injustice fiscale qui s'est développée en France et que le pouvoir sarkozyste a considérablement renforcée. Le livre de Piketty, Landais et Seize, La révolution fiscale, a démontré que les classes moyennes paient parfois plus d'impôts en proportion de leurs revenus que les plus riches, et notamment plus que les très riches. Les PME, quant à elles, on le sait depuis longtemps, paient 33% d'impôts sur les sociétés, quand les grandes entreprises du CAC 40 n'en paient que 8% dans les faits, via évidemment l'optimisation fiscale. Alors il faudra rétablir la justice en rendant l'impôt progressif sur les sociétés, en appliquant la règle décrite précédemment, à savoir une plus grande taxation quand les bénéfices sont reversés sous forme de dividendes, ce qui est la caractéristique des grandes entreprises, 50% de reversement des bénéfices sous forme de dividendes en 2010 au sein du CAC 40, et en renégociant les conventions fiscales passées avec nos partenaires à l'étranger, et enfin en réformant le régime de groupe français, qui est l'un des plus avantageux du monde pour les grands groupes. Côté ménage, nous souhaitons un impôt sur les revenus qui distingue les revenus du capital, plus fortement taxés qu'aujourd'hui, de ceux du travail, qui le seront moins qu'actuellement. Dans tous les cas, il faudra rendre plus progressif l'impôt sur le revenu, alors que notre impôt sur le revenu actuel l'est beaucoup moins qu'auparavant, et que la CSGL ne l'est pas du tout. Le pouvoir d'achat intéresse donc tout particulièrement les Français qui travaillent ou qui n'en ont pas la possibilité, faute d'emploi. Mais excusez-moi, mais je voudrais aussi qu'on cesse d'oublier l'une des catégories de la population qui a été la plus lésée par les promesses et les discours de campagne de Nicolas Sarkozy, ceux qu'on a coutume d'appeler les petits retraités. Ces Français de l'ombre qui ne se font pas entendre, ne se montrent pas et souffrent en silence dans nos villes et dans nos campagnes. Le pouvoir n'a pas revalorisé les petites retraites comme il avait promis de le faire. La pension moyenne brute, tout régime confondu, est de 1 122 € par mois selon les chiffres de l'adresse, hors pension de réversion et minimum vieillesse. Et ce chiffre cache de grandes inégalités. Seulement 825 € pour les femmes en moyenne. 825 €. C'est inacceptable. Et d'autant plus injuste qu'un étranger en situation régulière, âgé de 65 ans, qui arrive en France, peut toucher lui 750 € au titre de l'ASPA, l'allocation solidarité personnes âgées, sans avoir jamais ni travaillé, ni cotisé, ni même vécu en France. L'engagement de revalorisation des petites pensions sera inscrit dans mon projet pour la France. Par ailleurs, dans le secteur privé, la pension de réversion n'est accordée au conjoint de la personne décédée que si ce conjoint gagne moins de 18 720 € par an. Un plafond qui est beaucoup trop bas.
ce qui crée évidemment une situation d'injustice vis-à-vis des fonctionnaires pour lesquels il n'y a pas de seuil. Cette situation non plus n'est pas acceptable. Et je m'engage à rehausser significativement ce plafond. De 18 720 €, il passera à 30 000 €. Il faut aussi agir en direction des petits fonctionnaires, qui voient leur traitement gelé au moins jusqu'en 2012. Et on parle déjà d'une reconduction en 2013, ce qui nous paraît fou, vu le niveau des petits traitements de la fonction publique. À ce sujet, vous le savez, nous avons déjà émis une proposition, différencier les situations dans l'évolution du point d'indice. Il n'est pas normal que le point augmente ou n'augmente pas de la même façon pour tous, quel que soit le niveau de rémunération. Les hauts fonctionnaires peuvent très bien supporter un gel du point d'indice, d'autant qu'ils bénéficient souvent de primes auxquelles les autres fonctionnaires n'ont pas droit ou dans des proportions bien inférieures. En revanche, le point d'indice des fonctionnaires en bas de l'échelle salariale doit connaître une autre dynamique. Son gel n'est pas juste. Il faudra donc prévoir des variations de la valeur du point d'indice différentes selon la position sur l'échelle des revenus. Je n'oublie pas bien sûr le monde agricole en souffrance. Selon la Commission des comptes de l'agriculture de la Nation, le revenu moyen net par actif non salarié a chuté de 34% en 2009, après avoir enregistré un recul de 20% en 2008. À 14 600 € annuels, le revenu agricole moyen serait au plus bas depuis plus de 30 ans. Notre système de protection raisonnée aux frontières profitera à nos paysans, bien sûr, puisqu'ils sont aujourd'hui laminés par une concurrence internationale déloyale. Nous pensons en effet que les agriculteurs doivent d'abord vivre de leur travail et de leur production. Encore un exemple étranger, permettez-moi. La Russie, par exemple, impose des quotas sur les importations agricoles et des normes sanitaires très strictes sur les importations de fruits et légumes au profit de ses productions nationales. Mais c'est bien normal. Si la Russie, avec d'autres, peut le faire avec succès, il n'y a aucune raison qu'un pays plus riche, qui possède la deuxième agriculture du monde, ne puisse pas agir lui aussi. Par ailleurs, l'effondrement de la PAC est un autre facteur d'appauvrissement global et de dépression du monde agricole. Je l'ai proposé lors de ma visite au Salon de l'agriculture en février dernier. Nous remplacerons la PAC, qui de toute façon sera sacrifiée dès 2013, tout le monde le sait. Et nous la remplacerons par la PAF, la politique agricole française. C'est bien parce qu'au lieu de verser 20 milliards d'euros à l'Union européenne chaque année pour n'en récupérer que 13, dont 10 au bénéfice du monde agricole, nous cesserons de verser cet argent. Nous pourrons ainsi faire les économies nécessaires pour directement verser davantage à nos agriculteurs, 15 milliards par an, soit 50% de plus qu'aujourd'hui et infiniment plus que demain, si l'on ne change rien. Je vous rappelle tout de même que la population mondiale ne cesse d'augmenter, que cette augmentation est exponentielle et que affaiblir jusqu'à la mettre au bord de la faillite notre agriculture est une stupidité pour notre pays, mais c'est aussi une stupidité pour le monde. Afin de relancer le pouvoir d'achat de certaines catégories de Français aujourd'hui profondément victimes de la politique sarkozyste et notamment de revaloriser les petites retraites, il faut être honnête. Il est nécessaire de fixer de vraies priorités et d'augmenter certaines dépenses publiques ou dépenses de solidarité. Cela implique, si l'on veut éviter d'aggraver les déficits publics, de réduire les dépenses massives les plus nocives. Mais nous sommes les seuls à le dire.